Avenue Radio Campus Bordeaux 88.1. Un homme vêtu entièrement de noir s'avance dans la cage sombre d'un escalier, capuche sur la tête. Il a une banane à la taille et marche, les yeux rivés vers le sol. Un homme l'attend, impassible, en haut de l'escalier. Bonjour monsieur, que désirez-vous consommer aujourd'hui ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un dealer. J'ai pas tout votre temps. Tu veux quoi ? Je te la fais en rapide. Tu m'en mets 10 comme d'hab. Ils sont de qualité, j'espère, hein. C'est de la bonne. Tu me prends pour qui ? Ça, je fais de la qualité, moi, mec. Pas par des pros et avec le cœur. Produit en France, élevé en plein air, bio, équitable, 100% pur porc, sans sucre ajouté, sans nitrite et sans parabènes. AOP. Bon, là, j'invente un peu, j'avoue. Mais je te garantis que c'est de la bonne. Ouais, vas-y, je te fais confiance. Voilà les 50 balles. Tu mets bien. Semaine prochaine, même heure, parking Victor Hugo. Profite bien. L'homme repart, l'air heureux. Il imagine déjà les beaux moments qu'il passera avec ses amis Fifi et Loulou, étendus sur le canapé, transportés par le son et les voix, explorant d'autres univers, loin du quartier froid des cités du Crous. Bon, allez, on se bouge. C'est bientôt fini. L'homme en noir ouvre la porte, monte son écharpe sur le nez et s'enfonce dans le froid glacial de janvier. L'homme, appelons-le Dominique Émile Armand, alias DEA, se plante à l'arrêt de tram. Il n'a pas de billet, mais n'en a que faire. Il laisse défiler un arrêt, puis passe la porte coulissante. François Borde annonce la voix préenregistrée. De l'autre côté du quai brumeux, une ombre semble l'attendre. Serait-ce Inès Cobar et Philippe Pablo, enseignants de géologie et de sociologie à l'université de Bordeaux et toutes deux élus au conseil de l'université ? Alors, vous avez quoi pour moi ? Des news ? Y a pas de galère, tout roule. Yo Déa, comme tu vas ? T'inquiète, on a plein de bonnes choses pour toi. Bonjour, enchantée, moi c'est Inès Cobar. Alors, quoi de neuf, la team ? Justement, je lui demandais la même chose. Tu as quoi comme nouveauté à nous raconter ? Il neige ? Et oui, Voilà. tu n'aurais pas une autre info, une actualité un peu plus scientifique ? Faut que je cherche. Vous avez déjà vu des dinosaures courir ? L'homme en noir cherche les dinosaures du regard, circonspect. Il est où le piège dans ta question ? C'était il y a environ 120 millions d'années. Ah oui, alors j'étais pas née il y a 120 millions d'années. Moi non plus. En effet, et donc ? C'est en Mongolie, au bord d'un lac de la région d'Otok, que des empreintes du grès ont été dévoilées. Le scientifique se semble maintenant parti dans une tirade sans fin sur la beauté des pieds des lézards morts. Il y en a plusieurs. Les plus grandes font 45 cm. Mais apparemment, ce qui a intéressé les scientifiques, ce sont les empreintes de 25 cm qui sont espacées d'environ 5,3 mètres. Elles ont permis de déterminer la taille de l'animal, son poids et sa vitesse. Les scientifiques savent qu'il marchait sur deux pattes. En fait, c'était même une course qu'il y a eu entre plusieurs dinosaures. Et les scientifiques ont estimé que celui qui a les empreintes de 25 cm courait à 45 km/h. Ça va vite, hein ? J'ai une actu aussi. Tu sais qui est Michaela Bentos ? Allez, vas-y, donne la marchandise. C'est pas ma pote de primaire ? Je me souviens d'elle. La larme à l'œil, il se rappelait alors de son amour passé. C'était en CM1, dans la classe de Madame Perrier. Tu m'écoutes ? Bref, c'est une femme qui a voyagé dans une fusée. Elle est ingénieure en aérospatiale et paraplégique et pourtant elle l'a fait. De quoi ? C'est une winner, une badass girl, une queen de l'espace. Il s'agit de la première personne ayant un handicap moteur, qui doit donc se déplacer avec un fauteuil roulant, qui est allée dans l'espace pour la première fois. Waouh, comment elle a fait ? Elle a payé, comme les 5 autres personnes qui l'ont accompagnée. Il s'agit d'une fusée de Blue Origin qui propose les voyages dans l'espace pour un peu n'importe qui, même si c'est trio volé. Blue Origin, le nom me fait penser à Avatar. Rien à voir à part le bleu et l'espace. Mais c'est une entreprise de Jeff Bezos, le multimilliardaire. Avec Blue Origin, il a aussi fait embarquer Katy Perry. Bon, c'est moins classe tout à coup. Et l'environnement, selon moi. Veuillez nous excuser. Nous devons censurer cette scène car nous estimons que les avis personnels sans source ni avis professionnels n'ont pas leur place dans notre émission. Nous voulons vous donner le meilleur de l'information. Bref, nous pouvons reprendre la conversation. Et donc, mon chat, il est tout petit et il ne fait pas le poids face au chat gris. Toi et tes chats ? Allez, d'autres choses en stock ? J'ai pas votre temps, hein. Il manque... je vais me faire remarquer. Oui, d'ailleurs, j'ai lu quelque chose, il n'y a pas longtemps. En Chine, avant que la route de la soie existe, tu vois, une route qui relie la Chine et l'Europe pour le commerce, eh bien, il y avait des chats, et ce n'étaient pas nos chats domestiques. Donc c'était des chats sauvages ? Enfin, pas les chats sauvages qui sont les ancêtres de nos chats domestiques. Des chats, du coup, ça vient pas, je sais pas. Des chats léopards. Des léopards ? Non, des chats. Ah, des chats sauvages ? Oui, non. L'espèce, c'est le chat léopard ou le chat léopard du Bengale. Et si on le croise avec notre chat domestique, ça fait un chat du Bengale.
Et pourquoi tu je me me trompe. parles de chats déjà? C'était pour te dire que la région d'Asie de l'Est a été peuplée par des chats européens par la route de la soie. Il n'y a pas que la soie qui a transité sur cette route, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et tu sais pourquoi? Non, j'ai pas l'abonnement, j'ai pas pu avoir toute l'info. Ah bon, bah désolé, obligé de finir comme ça de 1. T'inquiète, c'est déjà goût de ce que vous m'avez donné. Merci la team, l'argent est dans la boîte aux lettres. Salut! Au revoir. La conversation est finie. L'homme repart. Il n'a plus rien à faire ici. Il cache le sac sous son long manteau, sans doute de quoi vendre une bonne semaine. A few moments later. Bienvenue à Unidil, une école de commerce somme toute classique. 15 000 € l'année pour un diplôme miteux. Oui, mais des associations étudiantes qui ont des moyens et où l'alcool coule à flot. Et puis, de toute façon, c'est l'argent de papa. Mais Unidil va plus loin. Ici, on ne se contente pas d'apprendre l'arnaque, on rend accro. Bienvenue à la première école de commerce basée sur les vertus de l'addiction. Vendre, c'est ok, fidéliser, c'est mieux. Notre homme en noir suit un bachelor intitulé Zone urbaine. Il est tête de classe. Ce matin, c'était TD, travail de terrain, deal en zone urbaine. Mais cet après-midi, c'est cours magistraux. Rejoignons-le de ce pas, lui qui assiste à une interview réalisée par une de ses camarades. On retrouve donc Chloé, qui est avec Sarah Perrin, docteur en sociologie. Bonjour Sarah Perrin, vous êtes docteur en sociologie, chercheuse associée au centre Émile Durkheim et au Bordeaux Population Health Center. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En janvier 2024, vous avez publié un ouvrage issu de votre thèse soutenu en 2022 intitulé Les mondes cachés de la drogue, l'invisibilité des femmes insérées socialement. En préparant cette interview, j'ai été particulièrement interpellée par l'angle que vous proposez, celui de femmes diplômées insérées professionnellement qui consomment et vendent des drogues. Un regard qui vient bousculer l'image dominante du dealer type que vous décrivez comme étant souvent associé à un homme vivant en cité, issu de l'immigration et intégré dans des réseaux criminels structurés et hiérarchisés. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier les représentations des drogues et ceux qui les vendent? Alors, plusieurs choses. En fait, au moment où j'ai, commencé ma thèse, ça faisait déjà quelques années que je travaillais, à l'université sur, donc dans mes travaux de mémoire et cetera, en licence et en master, sur, le deal de classe moyenne. Et donc j'avais, l'occasion ou le deal chez des personnes insérées, ou l'usage chez des personnes insérées et donc j'avais déjà l'occasion de lire scientifiquement ce qui se disait sur le sujet et en fait, je me suis aperçue que les femmes et les personnes insérées étaient très invisibilisées dans les écrits scientifiques, que quand on s'intéresse aux drogues, on parle essentiellement de personnes en situation de précarité et d'hommes et que lorsque l'on s'intéresse aux femmes, c'est essentiellement sous l'angle de la maternité ou du travail du sexe ou de l'influence d'un homme. Alors que moi, sur le terrain, je voyais des femmes insérées qui consommaient, qui vendaient, sans être assujetties à une quelconque domination masculine. En tout cas, elles n'étaient pas influencées par un homme dans ce choix de vie-là, puisque pour elles, ça relève d'un choix, puisqu'elles contrôlent leur consommation et qu'elles ont des ressources financières. Mmh. Donc, j'ai voulu interroger ce paradoxe-là et puis pour moi, il y avait aussi un enjeu féministe à questionner, ces aspects-là, puisque finalement, la femme déviante est un impensé épistémologique alors que, si c'est un impensé, c'est que probablement ça révèle des choses de notre société qu'on n'a pas forcément envie de voir ou d'entendre. Voilà. Et du coup, est-ce qu'au cours de vos recherches, vous avez réussi à trouver ou peut-être répondre à cette question de d'où vient justement cette image type de dealer, justement qu'on a aujourd'hui et qui domine l'imaginaire collectif? Bah, essentiellement des médias, hein, on va Mmh. pas se mentir. Il y a une grosse construction d'un imaginaire lié, à ce que, nous envoient, des chaînes d'information, des reportages qui vont cibler essentiellement des personnes précaires et des hommes. Mais au-delà de ça, ce ciblage médiatique, il est aussi, lié à un ciblage, politique et à un ciblage de santé publique et puis aussi à un ciblage de la recherche. Pourquoi les politiques et la santé publique s'intéressent majoritairement à des personnes, en situation de précarité? Eh bien, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus à risque sur le plan sanitaire, sur le plan social, donc ça peut s'entendre. Et pourquoi les recherches en sciences sociales se sont focalisées sur un public masculin et précaire? Eh bien, parce que souvent les chercheurs, pour rencontrer leurs interrogés, vont dans des structures de prise en charge et ces structures de prise en charge accueillent en moyenne 80 d'hommes et dans l'immense majorité des personnes avec un niveau de revenu inférieur au revenu moyen, en France. Et donc forcément les chercheurs rencontrent, des hommes défavorisés quand ils vont dans ces structures-là. Donc il y a plein d'explications qui contribuent au façonnage de cet imaginaire, un peu stéréotypé. Et justement, bah, par rapport justement à ces stéréotypes et cetera,
Est-ce que ces femmes, juste comme vous décrivez dans votre livre, usagères, vendeuses, ont-elles les mêmes pratiques justement que les hommes ou il y a certains points justement qui diffèrent? Alors, sur, l'usage de drogue, moi les 60 usagers, usagères que j'ai interrogés, donc 40 usagères et 20 usagers, OK. vont avoir des trajectoires similaires. C'est-à-dire qu'ils vont faire tabac, alcool, puis cannabis. L'usage de cannabis devient pour la plupart, quotidien et ensuite ils vont pour la moitié d'entre eux, expérimenter d'autres drogues en contexte festif, essentiellement de la cocaïne et de la MDMA, ecstasy et de la kétamine et des champignons hallucinogènes. Sur la revente, pareil, en fait, ils vont avoir des pratiques d'usage-revente, c'est-à-dire qu'ils vont vendre les drogues qu'ils consomment, plus dans l'objectif de ne pas payer leur propre consommation que dans un objectif de profit financier. D'accord. Et donc, ils vont vendre à leur entourage. Donc, c'est Ouais. ce qu'on appelle l'usage-revente. Par contre, là où on va voir des différences de genre, c'est sur les vulnérabilités et les capacités d'agir. Donc, moi, j'en ai identifié trois grands types. Premièrement, stéréotype de manque de crédibilité. Un peu comme on imagine qu'une femme garagiste va pas être capable de faire proposer une bonne prestation ou qu'une femme qui va chez le garagiste va pas être capable d'identifier les bons tarifs, les critères de qualité, etc. On pense la même chose d'une femme dealeuse ou d'une femme cliente de drogue, ce qui aboutit du coup à des tentatives d'escroquerie. Stéréotype d'incapacité à la violence, on va se dire qu'une femme n'est pas capable de faire preuve de violence physique, donc n'est pas capable de se défendre, ce qui va augmenter les tentatives d'escroquerie puisqu'on se dit non seulement elle y connaît rien, mais en plus elle va pas être capable de se défendre, de négocier et de faire preuve de violence si nécessaire, puisqu'on est dans un milieu illicite. Et puis troisième grand stéréotype, stéréotype de lubricité, donc en fait les femmes sont sexualisées de manière générale dans notre société plus que les hommes, mais il semblerait que les femmes usagères de drogue fassent l'objet d'un stéréotype de sexualisation spécifique où l'usage de drogue féminin va être associé à une disponibilité sexuelle ou à une appétence pour certaines pratiques sexuelles hors normes, ce qui va générer beaucoup de harcèlement sexuel dans des contextes d'usage, d'achat et de vente, avec aussi des viols et des agressions sexuelles qui vont être commises sur cette population. Donc ça, c'est pour les vulnérabilités, sauf qu'on n'est jamais que vulnérable, on est aussi capable d'agir. Et donc, en fait, les trois stéréotypes que je viens de vous citer peuvent générer aussi des capacités d'agir. Manque de crédibilité, mais du coup, elles sont invisibles aux yeux de la police quasiment. Incapacité à la violence, ça permet aussi de renvoyer une image rassurante qui peut permettre de se constituer une clientèle. C'est Et justement lubricité, certaines femmes vont jouer de leur sexualisation pour obtenir des produits moins chers ou gratuits, un peu comme une femme qui va se faire payer un verre en boîte de nuit tout en sachant qu'elle ne cédera pas aux avances de l'homme en face d'elle, avec tous les risques que ça comporte. c'est un peu ce qu'on peut appeler le sexisme bienveillant justement. Oui, tout à fait. L'idée du sexisme bienveillant, c'est en gros, ce que dit la littérature sur ce sujet-là, c'est qu'il y a 2 formes de sexisme. Le sexisme hostile, qui consiste à dire que les femmes sont inférieures aux hommes et qu'elles ne peuvent pas, par exemple, accéder à des positions de pouvoir. Et le sexisme bienveillant, bienveillant avec des guillemets, Oui, qui OK. est plus insidieux, qui est beaucoup plus répandu et qui consiste à dire que, bah, c'est normal que les femmes soient plus proches des enfants parce qu'elles ont un naturel maternel, que c'est normal que les femmes soient plus douces, plus calmes, plus gentilles, plus à l'écoute. En gros, on va attribuer des qualités supposément proprement féminines, alors qu'en fait, c'est lié à de l'éducation. Mmh, Et OK. donc, dans cette idée de sexisme bienveillant, on va se dire qu'une femme dealeuse, elle va moins escroquer, qu'elle va être plus douce, qu'elle va être moins violente, et cetera, et cetera. Alors que, dans les faits, pas forcément. Oui. Et justement, bah, j'avais une question de comment êtes-vous rentré en contact avec ces femmes? Parce que c'est justement la discrétion dans ce milieu un peu illicite, c'est ce qui prône le plus. Oui. Alors, du coup, comme je vous le disais, moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais Oui. sur le terrain à Bordeaux. Donc, en fait, j'ai identifié des personnes ressources et j'ai procédé par effet boule de neige, c'est-à-dire que j'ai sollicité 3, 4 interrogés ressources pour qu'ils me présentent leur entourage consommateur, vendeur, client. Et puis, moi, du fait de ma vie personnelle, j'étais déjà insérée sur le terrain des drogues à Bordeaux. À Montréal, puisque j'ai fait ma thèse en Oui. comparaison entre Bordeaux et Montréal, c'était plus compliqué puisque j'étais pas insérée sur le terrain et donc j'ai procédé à du recrutement via les réseaux sociaux. OK. Justement, là, vous venez de m'ouvrir une petite porte, par rapport justement à cette comparaison de Bordeaux et Montréal. Est-ce que justement cette représentation des femmes, dealeuses diffère beaucoup entre ces 2 pays?
qui va différer, c'est que j'ai beaucoup moins d'interrogés qui se sont engagés dans la revente à Montréal qu'à Bordeaux. Et mon hypothèse, c'est qu'en fait, comme le cannabis est légal à Bordeaux, Ouais. pardon, excusez-moi, comme le cannabis, pas encore, pas encore, comme le cannabis est légal à Montréal, les usagers qui veulent s'engager dans la revente sont en concurrence avec un marché légal professionnel et aussi avec une offre de livraison régie par des réseaux de délinquance organisée, également très professionnalisés. Alors qu'au moment de l'enquête, les réseaux de livraison à Bordeaux étaient beaucoup moins développés. Donc en fait, cette concurrence avec des réseaux très professionnalisés et soit légaux, soit de la délinquance organisée, démotive les usagers à s'engager dans cette activité-là, puisque les usagers revendeurs ne considèrent pas cette activité comme un travail. C'est plus comme un à côté. Ils n'envisagent pas de carrière délinquante. Et donc, à partir de là, l'investissement à Montréal serait trop important pour que ce soit attractif. C'est mon hypothèse. Ok. Oh, mais très intéressant parce que me posais justement cette question de, puisque cette légalisation existe depuis 2018, si je ne me trompe pas, Tout à fait. est-ce que justement, ça fait quand même quelques années, est-ce que ça a permis justement d'essayer de faire changer les mentalités, voir justement ce cannabis d'une autre façon et du coup favoriser, pas son utilisation, mais plutôt le regard justement des femmes qui consomment. Vous m'avez montré que oui, c'était plus complexe que ceci. Oui, c'est plus complexe. En tout cas, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre aujourd'hui que la légalisation constitue une forme d'incitation à l'usage. Après, il y a Mhm. beaucoup de manières de légaliser. Montréal a choisi, enfin le Québec a choisi une légalisation encadrée par l'État, ce Mhm. pourquoi moi personnellement je suis en faveur, donc avec les sociétés québécoises du cannabis, où on peut seulement acheter du cannabis là-bas, avec des produits régis par Santé Canada, mais on peut légaliser comme en Ontario ou comme dans certains États des États-Unis, de manière beaucoup plus libérale et libertaire, et donc ce qui peut aboutir à des effets en termes de santé publique complètement différents. Et justement, par rapport justement à votre thèse, vous expliquez que, même comme vous venez de le dire là en interview, que vous avez écouté et relaté des témoignages. Je me, enfin, tant du côté justement des femmes qui ont subi des menaces et des agressions sexuelles que du côté justement des policiers, puisque vous en Oui. interviewez quelques-uns qui sont sur Bordeaux. Et du coup, certains discours peuvent avoir promouvoir en tout cas des idées sexistes ou racistes, ou même les deux. Comment avez-vous, vous, en tant que scientifique, réussi à conserver votre éthique, mais surtout cette neutralité propre au métier? Ça a été difficile des fois. Tout simplement, je me suis tue à beaucoup de moments. Ok. Je suis quand même rentrée dans la contradiction quelquefois, mais plus par intérêt scientifique Ouais. que par souci idéologique, puisque je savais à l'avance, enfin, quand on va sur un terrain en tant que chercheuse, on a lu forcément sur le sujet, donc je savais déjà que la police euh, contenait qui avait une forme d'idéologie raciste et sexiste chez certains acteurs du champ d'application de la loi, Mhm. pas tous, Oui, mais certains, et que de manière générale, on est plus sur du racisme et du sexisme structurel au sein de la police que sur des c'est-à-dire stéréotypes purement. C'est-à-dire que c'est complexe. précis. Heu, la politique du chiffre incite les policiers, notamment, dans les brigades du flagrant délit et Mhm. cetera, à réaliser le plus d'interpellations et d'arrestations et de saisies possibles. D'accord. Du coup, les policiers vont se diriger vers des profils qu'ils imaginent Mhm. plus susceptibles que les autres de, posséder des stupéfiants, et ils vont aller dans des quartiers où ils savent qu'ils vont trouver ces personnes-là. Et Ce qui aboutit à un ciblage policier de jeunes hommes racisés et précaires dans des quartiers défavorisés également. ok. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu structurel aussi. Mhm. Si l'objectif n'était pas forcément un affichage médiatique des saisies et un nombre d'interpellations, il est probable que ça se passerait différemment. Après, moi, de manière générale, je suis en faveur d'une légalisation encadrée de toutes les drogues, donc la répression n'est pas quelque chose sur lequel je suis Oui, d'accord. ok. Mais du coup, oui, je me doute que tant du côté policier que justement du côté de ces femmes, ça ait dû être complexe, peut-être plus au niveau des femmes, vous me le direz ou pas, peu importe, justement d'essayer de prendre du recul parce que les témoignages justement d'agressions sexuelles, etc., le fait qu'elles peuvent les raconter, ça peut leur faire justement revivre, mais aussi pour vous justement de vivre avec elles, ça a dû être assez compliqué.
Et du coup, bah, c'était une autre question, c'était par rapport justement à ces témoignages de femmes. Il y en a probablement qui vous ont marqué au cours de votre recherche. Est-ce que vous accepteriez d'en parler de l'un d'entre eux, tout en gardant bien entendu justement cet anonymat propre, à ces femmes? Oui, bien sûr. Alors trigger warning, pour les auditeurs, hein, puisqu'on va Mmh. aborder, le sujet des violences sexistes et sexuelles. Déjà sur votre question sur la gestion des récits traumatiques, oui, oui, c'est quelque chose, Mmh. qui peut être extrêmement compliqué et là, moi je parle des récits traumatiques de violences sexuelles, mais pour les chercheurs qui sont sur des terrains de conflits armés, des terrains où, les personnes subissent des discriminations, de la Mmh. stigmatisation, le travail du sexe, enfin que sais-je, c'est des choses qu'on peut retrouver. Donc cette gestion des récits traumatiques, à mon sens, elle devrait être beaucoup mieux accompagnée par les OK. universités et les laboratoires de recherche. Un récit traumatique qui, moi, m'a mis particulièrement à mal, c'est Mmh. celui d'une interrogée, donc j'étais chez elle pour faire OK. l'entretien et en fait, elle m'explique qu'elle a été violée la veille sur le Waouh. canapé où je me trouvais, alors qu'elle avait consommé des substances Mmh. et donc déjà pour elle, c'était extrêmement douloureux évidemment. Moi, je lui ai donné des noms d'associations si elle qu'elle pouvait contacter si elle en avait envie, mais derrière j'ai pas de nouvelles. Je suis pas psychologue, je Mmh. suis sociologue, donc je fais pas d'accompagnement auprès de la personne Mmh. et puis, alors c'est évidemment beaucoup plus douloureux pour elle que pour moi, mais moi en tant que chercheuse, j'écoute l'entretien, je le retranscris, je le code, je le cite. Donc ça fait 4 confrontations à des récits traumatiques et donc ça a été assez douloureux à vivre, et malheureusement en dehors des échanges avec ses consoeurs et confrères universitaires et parfois d'une thérapie individuelle, il y a Mmh. pas tellement d'encadrement, de la gestion de ces récits actuellement dans les universités, de ce que j'en sais. Pas de souci, merci beaucoup d'avoir partagé ceci et je me posais la question justement, bah, au moment où vous avez commencé vos recherches, quel message justement vous espériez transmettre au travers des résultats que vous avez pu démontrer dans votre thèse et même au travers de votre livre que vous avez publié? Alors, merci pour cette question que je trouve très intéressante. On me l'a pas posée encore, donc merci. Hem, Plusieurs choses. Déjà, cette thèse a un intérêt féministe. Démontrer que les femmes peuvent s'engager dans la déviance de manière autonome et libre et que, il peut y avoir une forme d'émancipation féministe dans le fait de prendre des drogues. C'est tout le propos aussi du narcoféminisme, qui va dans ce sens-là. Ensuite, il y a aussi un intérêt en termes de santé publique et de politique qui consiste à dire que la répression est inefficace. La preuve, c'est que moi, j'ai rencontré 60 usagers qui n'ont jamais été incarcérés, qui n'ont jamais été appelés par la police parce qu'ils sont blancs et insérés et pour la plupart des femmes. Et de démontrer aussi à quel point la répression est non seulement inefficace mais contre-productive puisqu'elle augmente la stigmatisation, qu'elle diminue le recours à la prise en charge sanitaire et qu'elle exacerbe des problèmes structurels de racisme, de sexisme, de conflits entre le Nord et le Sud, d'inégalités sociales, etc., etc. Donc il y avait un double intérêt à la fois féministe et de santé publique. OK et ensuite une dernière petite question, une question plus, bonus justement, bah, c'est plus par rapport à vos projets futurs. Bah, vous avez fait la thèse, ensuite vous avez continué avec un livre. Est-ce que vous envisagez de poursuivre justement dans cette direction sur vos recherches? Et du coup, bah, quels sont les aspects que vous souhaitez approfondir ou vous souhaitez justement élargir peut-être plus, le panel justement des personnes, qui sont insérées socialement? Alors, donc ma thèse, je l'ai soutenue en 2022. Là, on travaille sur un livre, qui va sortir, aux éditions Le Bord de l'eau. Je ne saurais pas vous donner de date encore, mais sur la légalisation du cannabis. C'est un ouvrage collectif qu'on codirige avec Kaélik Bérou. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de réunir plusieurs chercheurs de plein de disciplines différentes, des psychiatres, des juristes, des acteurs politiques, des chercheurs en sciences politiques, des médecins, des sociologues, etc., pour démontrer sur plusieurs aspects de l'intérêt d'une légalisation encadrée du cannabis. Mmh. Donc il y a ça. Et puis je continue à valoriser ma thèse dans des articles et dans des conférences nationales ou à l'international. Et actuellement, je travaille beaucoup sur les thématiques liées à l'injection et je poursuis mes recherches sur les drogues en espérant pouvoir distiller des études de genre dans à peu près tout ce que je fais. Voilà. Waouh! Très beau projet, grosse recherche, mais nous vous souhaitons en tout cas, plein de courage et nous vous remercions d'être, venus ce soir à l'antenne des Dealers de Science. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go
to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go. Et oui, à Unideal, la récréation dure le temps de la musique. Cette fois-ci, c'était Rehab de Amy Winehouse. Notre élève préféré s'apprête maintenant à rentrer en cours après cette pause bien méritée. Son café à la main, il entre dans le cours d'une toute nouvelle professeure. Bonjour tout le monde, je suis Christelle SD, votre nouvelle enseignante de défense contre les forces du mal. De nomophobie. Pour ce premier cours, je vais vous présenter brièvement le sujet de cette addiction passionnante et diablement efficace. Ça donne envie d'en savoir plus. Oh, mais ils ne veulent pas écouter un peu et lâcher leur téléphone. Ah, ces jeunes. Il est loin le bon temps du martinet. Il leur faudrait une bonne guerre, ça leur apprendrait à vivre. C'est l'actu en plus. Vous là-bas, donnez-moi votre téléphone. Désolé, je voulais pas déranger votre cours. J'ai dit donnez-le-moi, vite. Mais pourquoi? Je pense pas que ça mérite qu'on me le confisque. C'est que le début du cours. Je ne me répéterai pas. Bon, d'accord. Merci bien. Je voulais faire une petite démonstration pour introduire mon cours. Ne m'en voulez pas. Chers élèves, je vous présente une personne atteinte de nomophobie. Et certainement que vous êtes encore plus nombreux dans la salle. Mais la nomophobie, c'est quoi? La nomophobie, mes chers futurs managers du vice, c'est le summum du marketing émotionnel. Contraction de nomobilphobia, inventée en 2008 au Royaume-Uni, c'est la panique pure, l'angoisse viscérale d'être séparé de son doudou numérique, son téléphone. Comme vous finalement. Madame, je me sens bizarre. J'ai l'impression que ma poche vibre toute seule. C'est une hallucination? Magnifique, vous voyez? C'est ce qu'on appelle une vibration fantôme. Oh là là, vous êtes le client idéal. Regardez les chiffres, c'est un marché de rêve. 95% des 15-24 ans passent plus de 4 heures par jour sur leur téléphone. Quel autre business peut se vanter de monopoliser 25% du temps de vie de ses clients? Oh waouh, plus de 4 heures, mais c'est énorme. Ils font quoi dessus? Je crois que je suis à 6 heures, moi. En réalité, c'était très exactement 7h34 en moyenne sur les 6 derniers mois. Ils scrollent, ils swipent, ils restent figés devant leur écran. Mais il y a beaucoup de déni autour de cette addiction. Dans une enquête de la Mutuelle des étudiants, LMDE pour les intimes, 56% des étudiants jurent qu'ils peuvent décrocher pendant 24 heures. Et pourtant, 66% d'entre eux avouent ne plus dormir à cause de l'écran. S'il vous plaît, juste un SMS, juste pour voir si ma photo était likée. Je perds mon capital social, moi. Observez bien l'élève addict. Il présente tous les symptômes que vous devrez savoir vendre plus tard. Anxiété en cas de batterie faible du téléphone, vérification compulsive des notifications et à terme une magnifique sédentarité accompagnée de douleurs cervicales. On appelle ça le text neck. On ne vend pas qu'une addiction, on vend aussi du travail pour les ostéopathes et ça c'est l'économie circulaire. Mais Christelle, c'est quand même dangereux, non? On parle de santé mentale, d'isolement social. Mais si on est entouré de 2000 amis virtuels? Évidemment, il y a toujours des troubles faits pour parler des limites. Il conseille de définir des plages horaires sans téléphone, de faire du sport ou même, tenez-vous bien, de lire des livres en papier. Certains vont même consulter des professionnels en CSAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Un CSAPA? Ils ont Wi-Fi là-bas? Vous pensez garder votre téléphone en centre de désintox? Vous pensez qu'on laisse des fumeurs rouler leurs joints dans le salon du centre? Ah là là. Je suis pas addict, juste j'ai l'impression de rater quelque chose si je suis pas connecté. Une espèce de charge mentale bizarre qui me pousse à l'allumer toutes les 10 secondes. C'est pas une charge mentale, c'est la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Sauf que pendant que vous surveillez la vie des autres pour ne rien rater, vous ratez les meilleurs cours de cette école, le mien. Ok, je ferai attention. Mais a-t-il vraiment compris? Nous le saurons dans le prochain épisode, dans 2 semaines, très exactement, même jour, même heure. Tenez votre téléphone, reprenez votre dose. Mais n'oubliez pas, un bon téléphone doit rester un outil, pas une prothèse mentale ou un prolongement de votre main. Si c'est lui qui vous commande via ses notifications, c'est que vous avez perdu le contrôle de l'utilisation de l'outil. Ce téléphone, c'est cette fenêtre magique qui vous montre tout ce que vous êtes en train de rater parce que vous avez les yeux rivés dessus. C'est poétique. Ah, 4% de batterie. Quelqu'un a un chargeur? S'il vous plaît, ma vie ne tient qu'à un fil. Voilà, mes chers élèves. À demain pour notre cours sur comment monétiser vos insomnies grâce aux écrans bleus. Je vous laisse avec votre charmant professeur principal, Gustavo Pium. J'adore ce cours. Vous allez vite vous rendre compte de l'ironie de cette déclaration. Ce professeur est, pour ainsi dire,
un chercheur immergé dans son terrain. Allez les jeunes, on s'y met presto, j'ai pas votre temps. Prenez vos roulettes, celle qu'il a oubliée, il me tirera les dépipés pour demain. Aujourd'hui, on va parler jeu d'argent, mais ça, bon, vous le savez déjà. Le cours portera précisément sur les détails de cette addiction, ses conséquences et les manières dont on peut se tirer de ces jeux. Allez, on sort tous la roulette et vous deviez tous amener sans exception... On ferme les rideaux, on allume les néons, on basse conso et on est parti. Monsieur, j'ai oublié ma roulette. Enfin non, ma mère avait besoin pour sa soirée spiritisme avec ses copines, mais elle me l'a pas remise dans le sac comme prévu. Donc vous voulez son numéro pour l'appeler ? Mais enfin, c'était clair pourtant. Calme-toi Gustavo, calme-toi. Vous jouerez avec votre camarade pour cette séance, mais vous ne ressentirez pas la magnifique, exaltante sensation du jeu. Arrête Gustavo, on en a parlé avec la thérapeute, tu ne veux plus jouer, tu as déjà hypothéqué ta maison. Vous allez bien monsieur ? Vous semblez un peu pâle. Oui, c'est tout simplement mon addiction qui ressort un peu, mais c'est normal. L'addiction au jeu est dite d'ordre comportemental, c'est-à-dire que je ne peux pas contrôler la pratique d'une activité, même sans substance. Il fait bien de parler de ça. Il faudrait qu'il pense à vendre sa marchandise, notre étudiant préféré. Les affaires ne se font pas toutes seules. En termes d'addiction comportementale, il n'y a évidemment pas que les jeux d'argent, même si ce sont les meilleurs. Nous pouvons retrouver dans cette catégorie également l'addiction aux jeux vidéo ou gaming disorder. Justement, notre étudiant se penche vers son voisin de table et semble discuter du contenu du sac de ce matin. Hé, t'as vu ce que j'ai récupéré ce matin ? C'est vraiment quali. Hein. T'as eu quoi toi ? Son camarade ouvre sa banane, remplie de petits pochons de poudre blanche. Il suit sans doute un CAP boulangerie. Hé, vous là, vous écoutez ? Et toi, fais rouler ta bite tant qu'il y est. La roulette que vous avez sur vos tables n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de jeux d'argent et de hasard. Nous pouvons citer notamment les jeux de grattage, la loterie, le blackjack, le poker, ou encore ces merveilleuses machines à sous. Ah ! Et tu veux tester mes produits ? Monsieur, comment est-ce qu'on reconnaît cette addiction ? Voilà, on est tranquille pour moins 5 minutes. Tu préfères quoi du coup ? T'as quoi en échange ? Très bonne question, jeune homme. Cette addiction se reconnaît par 3 phases successives. Une première phase de gain avec un apport d'argent, puis une phase de perte importante, vécue comme une attaque par le joueur. C'est à ce moment-là que le joueur va rejouer pour défier cette putain de machine qui veut plus rien donner. Monsieur, vous allez bien ? Vous voulez jouer à la roulette avec nous ? Non, surtout pas. Si je fais ça, je retomberai dans la dernière phase de l'addiction appelée phase de désespoir. C'est à ce moment-là que vous perdez le plus d'argent et que votre femme et vos enfants vous quittent et que vous devez tout vendre, même votre maison, pour continuer à pouvoir jouer. Toujours jouer. Allô, docteur ? Oui, je crois que je rechute encore. C'était qui au téléphone, monsieur ? C'était mon psychiatre. C'est lui et mes proches qui m'ont aidé à sortir de mon addiction. Après une phase de déni où je ne voyais pas le problème de ma manière de jouer, j'ai accepté que mon comportement soit problématique et je me suis fait accompagner par des professionnels en santé mentale. Il m'a donné des contacts de groupes de soutien et des techniques pour réussir à me débarrasser de mon addiction. Ok, tu prends celle-là ? Ça te fera un bon paquet pour ça. Ah non, hein, pas encore. Ça y est, j'en ai marre. Je crois qu'il va péter un plomb. Vous êtes incorrigibles. Sortez de ma classe, tous, tout de suite. Et laissez vos roulettes en partant. Il faut que je vérifie le bon fonctionnement de celle-ci. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round.
Wouhou, Britney Spears, toxique, ça s'envoie. Excusez-moi. Fin de la récréation, il est temps pour l'avenir de notre beau pays de retourner en classe. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rebecca Nabis et dans mon cours, nous ne parlerons ni de technique ni de produits addictifs. Et merde, encore un cours barbant. Pourquoi j'ai pris cette option déjà ? Mais nous parlerons de cible, parce qu'avant de créer une addiction rentable, il faut d'abord savoir auprès de qui elle prendra le mieux. Mais ça change rien, madame. Eh bien si, nous ne sommes pas tous égaux face à la dépendance. Commençons par éliminer une idée reçue. L'addiction n'est pas un problème de volonté. Si c'était le cas, il suffirait d'expliquer aux gens qu'ils doivent arrêter. Or, scientifiquement, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ? Parce que l'addiction se joue dans des circuits cérébraux automatiques, bien plus rapides que la réflexion consciente. Premier critère de sélection, les facteurs individuels. Les études montrent que le risque addictif est en partie héritable. Environ 40 à 60% du risque dépend de facteurs génétiques. Premier mécanisme clé, le système dopaminergique. La dopamine, aussi surnommée hormone du plaisir, est une molécule de signalisation et de l'apprentissage. Elle sert à répondre à une seule question. Est-ce que ce comportement mérite d'être répété ? Quand la dopamine augmente, le cerveau renforce les connexions associées au contexte, au geste, à l'émotion. Autrement dit, elle grave une trace. C'est donc ici que la génétique intervient. Certaines variations génétiques modifient le nombre de récepteurs à la dopamine, leur sensibilité, la vitesse à laquelle la dopamine est recaptée ou dégradée. Résultat possible numéro 1, la dopamine agit plus longtemps. Résultat possible numéro 2, la dopamine agit plus fort. Dans les deux cas, le cerveau apprend plus vite. Donc ces personnes ressentent plus de plaisir ? Pas forcément. Et c'est là que c'est intéressant. Un cerveau plus sensible à la dopamine ne ressent pas nécessairement plus de plaisir. En revanche, il attribue plus d'importance au stimulus. Le comportement devient plus mémorisé et plus prioritaire. C'est une différence subtile, mais cruciale. D'accord, je vois. Mais c'est tout ? Deuxième mécanisme, la plasticité synaptique. Dans un cerveau plus vulnérable, les connexions associées à la récompense se renforcent plus facilement. Chaque répétition creuse la trace. Chaque retour au comportement le rend plus automatique. On parle parfois de cerveau qui accroche. En réalité, c'est un cerveau qui consolide plus rapidement ses habitudes. Donc ils prennent des mauvaises habitudes plus vite ? Ils prennent toutes les habitudes plus vite. L'addiction n'est qu'un effet secondaire. Les variations génétiques expliquent aussi en partie pourquoi chacun peut ressentir les effets d'une même drogue différemment et surtout en quoi le sevrage sera aussi différent. Chez certaines personnes, l'arrêt du comportement ou de la substance provoque une chute plus brutale de dopamine. Résultat, le manque est vécu comme plus inconfortable, parfois carrément anxiogène ou douloureux. Le cerveau apprend alors une règle simple, reprendre soulage. Ce n'est plus une recherche de plaisir, c'est une fuite de l'inconfort. Donc on ne consomme plus pour aller mieux, on consomme pour arrêter d'aller mal. Donc Monsieur Piomé n'irait plus jamais mal alors. C'est rassurant. Enfin non. Un dernier point sur les variations génétiques, elles modifient aussi la réponse au stress et la production de cortisol. Or, le stress augmente d'une part la libération de dopamine face aux récompenses rapides et d'autre part diminue le contrôle préfrontal. Un cerveau génétiquement sensible au stress est donc doublement vulnérable. Donc stressé, fatigué, un peu fragile ? C'est fou. On dirait qu'elle décrit la promo. Mais un cerveau vulnérable seul ne devient pas addict. Il lui faut un environnement adapté. L'influence de l'environnement, comme le stress, le contexte social, la présence de troubles psychiques, etc., est aussi déterminante. Nous parlions de stress. Eh bien, le stress n'est pas seulement individuel, il est aussi structurel. Pression scolaire, précarité, surcharge mentale, rythme instable, manque de sommeil. Dans ces conditions, le cerveau ne cherche pas le plaisir, il cherche une sortie rapide. Un comportement qui apaise, même brièvement, sera renforcé. Donc, en gros, plus on est crevé, plus on est une bonne cible. Donc, faut pister les sorties d'examen. Disons, plus le cerveau est fatigué, moins il négocie. Ouais, c'est comme mon beau-père quand il est crevé. Il dit toujours j'ai besoin d'un petit remontant. Vu le tonne de bière qu'il y a dans le bac du frigo, je crois que je l'ai jamais vu en pleine forme. Tu fais bien de dire ça, car ça me fait penser que plus un comportement est introduit tôt, plus il laisse une trace durable. Par exemple, le principal facteur de risque de dépendance au tabac est d'avoir grandi au sein d'un foyer de fumeurs. Le cerveau jeune apprend vite et inhibe mal. Une exposition précoce augmente fortement le risque de répétition à l'âge adulte. Le cerveau adore ce qu'il connaît déjà. À cet instant, Déa comprit qu'il était voué à développer le même bidabière que son beau-père. Son visage se vira au blanc et ses yeux se perdirent dans le vide.
En fait, l'environnement ne crée pas une addiction à partir de rien, il l'amplifie. C'est une question de combinaison, un cerveau légèrement vulnérable dans un environnement très permissif. L'on pourrait aussi citer l'accessibilité à la source de l'addiction, car quand l'effort est nul, le contrôle devient optionnel. Ou bien la répétition quotidienne, une habitude répétée sous stress devient un candidat sérieux à l'addiction. Ou encore la normalisation sociale, quand tout le monde le fait, le cerveau baisse ses défenses. Un comportement normalisé paraît moins risqué. Mais je pense que nous développerons ça une autre fois. Il me semble que vous avez encore un dernier cours. Ne soyez pas en retard et déguerpissez de ma salle de classe maintenant. Gustavo organise une partie de roulette en salle des profs et je ne peux pas manquer ça. Souhaitons maintenant bon courage à DEA pour son dernier cours de la journée. Bonjour, je suis Barnabé Do et aujourd'hui on va parler de la drogue illicite la plus répandue, le cannabis. Oh, c'est marrant. Vous savez que statistiquement, le nom de quelqu'un influence ses choix de vie. Vous êtes un bon exemple, même si c'est plus lié au contexte et que la corrélation est faible. Mon nom n'est pas Bédo, je m'appelle Barnabé et plus loin Do. C'est une simple coïncidence, je vous prie de vous concentrer et d'éviter les questions intrusives, merci. Pour revenir au sujet, on entend souvent parler du cannabis comme une drogue moins dangereuse que d'autres, comme la cocaïne, l'héroïne, et j'en passe. Cependant, la dangerosité d'une drogue est difficile à évaluer et dépend de nombreux facteurs. Nous retiendrons donc que le cannabis est une drogue parmi d'autres, et comme les autres, celle-ci peut entraîner une addiction. Ah, ok. Du coup, je peux prendre de l'héroïne si c'est pas plus dangereux. C'est cool. Alors non, c'est vraiment pas censé être la conclusion de mon raisonnement. Je dis justement que toutes les drogues sont dangereuses. Concernant le cannabis, c'est de loin la substance illégale la plus consommée en France, avec environ 900 000 usagers quotidiens, d'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Les consommateurs sont en grande proportion les jeunes, et ceux-ci sont également les plus fragiles. On peut alors se demander comment peut-on protéger ces mêmes personnes, ainsi que le reste de la population, de la dépendance au cannabis et d'autres complications de santé. En les incitant davantage à consommer de l'héroïne, peut-être. Vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle une réponse de merde. Oui, en effet, vraiment pas. Vous faites une fixation un peu douteuse. Et en revanche, il y a une proposition qui revient assez souvent dans le débat public qui est celle de la légalisation et qui me semble légèrement plus intéressante. Tout d'abord, notons que la légalisation n'est pas synonyme de dépénalisation. La dépénalisation allège ou supprime les sanctions appliquées à un comportement illégal, tandis que la légalisation va plus loin et lève l'interdit lui-même. Récemment, d'ailleurs, les députés LFI et Renaissance Antoine Léaumont et Ludovic Mendes ont d'ailleurs proposé de légaliser le cannabis. Les jeunes étant les plus à risque quant à la consommation de cette substance, ils soutiennent cependant qu'elle soit interdite pour les moins de 18 ans. Mais ça veut dire que je vais être obligé de prendre du cannabis ? Non, mais comment c'est possible de rien écouter comme ça ? La dame a dit que c'est parce qu'on était nomophobe, je crois. Nomophobe, oui, c'est possible, mais passons. La question de cette légalisation se pose donc tout d'abord parce que la politique actuelle répressive semble assez inefficace. Cette politique s'intéresse en effet peu aux individus, qu'ils soient vendeurs ou consommateurs. Elle reflète et accentue ainsi les discriminations sociales et raciales en se basant sur des stéréotypes. En effet, encore une fois, l'Institut national d'études démographiques nous rappelle à ce sujet que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés par la police, et cela s'applique aux contrôles liés au trafic de drogue, évidemment. On a donc peu de chances d'être dans un processus de compréhension et d'accompagnement. Ainsi, rappelons le chiffre cité plus tôt, 900 000 consommateurs quotidiens. Cette politique ne semble donc pas être très efficace. Comme le soutiennent les deux promoteurs de cette loi, la légalisation seule ne pourrait probablement pas régler les problèmes de santé publique liés. On voit bien que l'alcool et le tabac causent énormément de dégâts, malgré leur légalité, et sont également des drogues, rappelons-le. On peut rappeler encore une fois les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 3,3 millions d'usagers quotidiens pour ce qui concerne l'alcool et 11 millions pour le tabac. Eh ben, ça fait 1,3 milliard de paquets vendus par an. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, c'était le cas en 2024, tout à fait. Mais monsieur, comment on fait pour éviter que les gens consomment autant de tabac, d'alcool ou même de cannabis une fois qu'il est légalisé ? Eh bien, les différents promoteurs pensent qu'avant tout, il faut accompagner la légalisation d'une drogue par des programmes de prévention et renforcer les centres de soins et d'accompagnement. Il s'agirait donc de dépasser l'approche punitive pour aborder le problème selon une approche plus préventive, qui paraît plus juste et inclusive. Celle-ci chercherait davantage à comprendre et accompagner les individus
qu'ils soient consommateurs ou vendeurs, plutôt qu'à tout miser sur la punition. Après ses cours, DEA remet sa capuche, sort de l'établissement et se replonge dans les méandres des voies du tram bordelais. C'est alors qu'il croise à nouveau Philippe Pablo et Inès Cobar. C'est elles qui lui donneront les échéances à venir, là où il pourra peut-être croiser du monde avec qui partager sa marchandise. Dans la rame de tram sombre, le casque sur les oreilles, il écoute la radio. Une vieille habitude de son enfance, à l'antenne, défile les actualités bordelaises. Pour les événements à venir, je crois qu'il y en a une qui va particulièrement vous intéresser. Ah oui? Ça aurait pas un lien avec les dealers de sciences par hasard? Exactement, laissez-moi vous expliquer. Réservez votre semaine du mardi 20 au samedi 24 janvier à la bibliothèque de Mériadec et au cinéma Jean Eustache à Pessac pour vous plonger dans le monde des sciences. Ah, et c'est quoi le thème cette année? Je me souviens que l'année dernière, c'était Origine. Alors cette année, on va parler du mouvement du corps, des populations, de la biodiversité, des mouvements sociaux et plein d'autres. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, vous retrouverez le mardi 24 janvier une conférence débat avec pour titre « Nouvelle-Aquitaine quand l'océan menace nos villes ». Stylé. On parlera du recul du trait de côte du littoral en Nouvelle-Aquitaine et de ses impacts socio-économiques sur la population. Moi, c'est un peu moins fun. Hein. Attends, je t'ai pas dit le plus fun, il y aura un super buffet à la fin. Ah, voilà, là, tu sais comment me parler. Mais aussi, j'ai entendu parler d'un jeu de pistes à la bibliothèque qui se déroule le 21 et le jeudi 22 janvier. Il aborde le thème du voyage et de la recherche scientifique. Vous allez partir sur l'archipel des Néréides et découvrir le mystère qui entoure la disparition d'un scientifique. Je crois même que ça va être le meilleur temps fort de l'événement. Ouais, ça va être super, sympa, mais t'es pas très objective. Bref, on va pouvoir découvrir plusieurs pôles différents comme une jungle, un observatoire, un volcan, etc. J'espère qu'ils vont réussir à le retrouver, le professeur. Mais oui, t'inquiète pas. Et le vendredi 23 janvier, on vous donne rendez-vous au cinéma Jean Eustache pour un ciné-débat autour du mouvement dans le sol. Nous allons diffuser le documentaire La vie des sols, le vivant qui travaille pour nous. Avec ce film, vous comprendrez pourquoi agriculture et biodiversité ne sont plus à opposer, mais à faire évoluer ensemble pour une transition écologique plus fluide. C'est beau ce que tu dis, mais j'espère qu'il y aura un buffet à la fin. Mais évidemment, tu me prends pour qui? Bon, il reste un temps fort, mais je sens que tu as envie d'en parler de celui-là. Ah, mais tu parles du meilleur temps fort de la semaine. Je veux bien évidemment parler du marché des connaissances. Et c'est parti. Alors, ça se passe samedi 24 après-midi à la bibliothèque Mériadec et vous pourrez rencontrer des acteurs de la recherche et de la médiation scientifique de Bordeaux. Il y aura plein de stands à découvrir et d'activités à faire. Il y aura par exemple les petits débrouillards qui vont parler d'illusions d'optique, Cap Science et leurs drones, mais aussi le projet Parasseur qui vont nous présenter leurs prototypes de prothèses pour les sports de glisse et plein d'autres. Ça va être super. Ouais, mais il n'y a pas de buffet. Hein. Mais ça, c'est qu'un détail, il y a des distributeurs en bas au pire. Bref, et pendant cet événement, vous pourrez aussi avoir un échange privilégié avec des scientifiques dont chercheurs en tête-à-tête. Ils sont 3, ils sont passionnés et vont vous présenter leurs recherches en partant d'un objet. Eh ben, on voit qu'il y a des préférés. Hein. En plus, tu as failli oublier de parler de l'objet muséal exposé durant le marché des connaissances. Cette année, c'est un galvanomètre de dépresse d'Arsonval. Un outil de mesure qui permet de quantifier l'électricité. Merci de nous tenir au courant. Ah, t'as compris? Ouais. Et du coup, peut-être qu'à la fin, on réserve une petite surprise pour clôturer. Ah, ça nous tease, hein? Et oui, et pour s'inscrire à tout ça, on vous donne rendez-vous sur le site internet mouvement.dealerdesciences.com ou sur notre compte Instagram et LinkedIn. Ah, et en parlant de ça, si vous allez sur le site, vous verrez plein de contenus produits par les étudiants comme des articles sur des thèmes comme la santé, l'environnement ou encore la culture. On retrouve aussi des portails de chercheurs et des chercheuses sur les thèmes de la recherche très variés et actuels. Et oui, il y a aussi une exposition numérique sur le voyage d'ondes dynamiques à travers les mémoires de sa grand-mère. Quelle est belle cette expo numérique. Je te le fais pas dire. Eh bien, on a bien travaillé et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Et l'événement n'a même pas encore commencé. Il me tarde. Pour en savoir plus, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet ou sur nos réseaux sociaux, Dealers de Sciences tout attaché sur Instagram et Association Dealers de Sciences sur LinkedIn où la communication fait un super travail. Bon, je crois qu'on a fait assez de pub là. Ouais, on est pas mal. Toujours absorbé par l'émission, il s'exclame dans le wagon, peu rempli, mais quand même un peu. Ah, mais je vais aller dealer là-bas, moi. Ça va être hyper intéressant pour le business. Bon, je crois que je vais me reposer. Avec les partiels, le produit à vendre, elle était vraiment intense cette journée. C'est donc ainsi que l'histoire se termine pour notre dealer de science. C'est pas une association, ça? Mais tu m'entends depuis le début? Bah oui, t'as passé la journée à me suivre avec ton peignoir rose. J'ai pas voulu vous déranger, mais vous devriez tout de même consulter un professionnel de santé. Bon, bref.
Réécoutez l'émission, vous verrez qu'il n'y avait pas matière à douter de la légalité des activités proposées par notre homme. Sur ce, bon courage pour la fin des partiels s'il vous en reste, et on se retrouve dans 2 semaines pour une émission sur le mouvement, pardon.